Salut à tous et bienvenue dans cette après-séance un peu spéciale, étant donné qu'il ne va pas être consacré à un film en particulier, mais plutôt à un bilan des blockbusters de l'été 2013. Alors je vais commencer par un rapide retour sur le contexte de tout ça. Ces dernières années, les blockbusters ont connu une évolution assez énorme, avec les studios qui investissent de plus en plus d'argent dans un nombre limité de grosses, voire d'énormes productions. En fait, c'est le concept de la roulette russe. Si il y a réussite, les gains seront énormes pour le studio, et en cas d'échec, le fait d'avoir tout misé sur le même poulain les fragilisera de manière énorme, voire même jusqu'à la faillite. Par exemple, Disney a été énormément fragilisé par les échecs de John Carter et de Lone Ranger, qui étaient vraiment des énormes productions, ce qu'on appelle des tentpoles. Et l'autre problème de tout ça, c'est que le fait d'investir aussi massivement dans un nombre limité de grosses productions pénalise les moyennes et petites productions, qui déjà à la base n'avaient pas beaucoup de moyens, mais qui là en ont encore moins, étant donné que les studios se focalisent sur les grosses productions. Récemment, Steven Spielberg et George Lucas ont tiré la sonnette d'alarme en disant que le système se dirigeait tout droit dans le mur, ce qui est assez ironique étant donné que Spielberg et Lucas sont ceux qui, en gros, ont créé la notion de blockbuster dans les années 70, mais voilà aujourd'hui où on se trouve. Comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, j'ai voulu profiter de l'été pour poser un regard sur cette problématique, donc j'ai fait l'épisode du Foursquare sur les blockbusters, j'ai fait un certain nombre d'après-séances sur quelques grosses productions pour me faire une idée de l'état actuel des blockbusters, et nous voici donc aujourd'hui à l'heure du bilan. Donc, qu'en est-il de tout ça ? Il y a eu beaucoup de films de divertissement d'ampleur assez différents cet été. J'ai pas pu tout voir parce qu'il y en avait vraiment énormément, ou alors j'étais juste pas décidé à voir certaines choses, comme les Schtroumpfs 2, ça me faisait mal à l'enfance. Vous avez été par exemple beaucoup à me demander un après-séance sur Insaisissable, que j'ai pas eu le temps de voir, mais il y a deux autres productions que j'ai vues et dont j'ai pas eu le temps de parler, sur lesquelles j'aimerais bien revenir rapidement, là, c'est Lone Ranger et The Conjuring. Lone Ranger, j'ai pas détesté, mais il m'a globalement laissé assez froid. Pourtant, j'aime bien le style de réalisation de Gore Verbinski, qui est fondé sur une approche très inventive de la mise en mouvement et de la mise en scène. On voyait ça bien dans les deux premiers Pirates des Caraïbes, qui sont à mon sens les deux meilleurs de la série, et on retrouve ça à un certain degré dans Lone Ranger, surtout dans la dernière partie du film. Lone Ranger souffre bien entendu de la comparaison avec Pirates des Caraïbes, notamment au niveau de la réalisation, qui même si elle est bonne à la base, là fait figure vraiment de décalque de Pirates des Caraïbes, même si elle est passée dans un environnement différent, et aussi bien entendu au niveau du personnage de Depp, qui n'est pas du tout le même personnage en termes de personnalité, mais c'est la même approche de personnage en termes de création farfelue. Lone Ranger est aussi beaucoup trop long. J'aime généralement la manière dont Verbinski assume complètement le côté grand 8 de ses productions de divertissement, mais justement, si le côté grand 8 est assumé, il faut pas que ça soit aussi long. Classiquement, les films sont construits en 3 actes. Ces dernières années, j'ai l'impression que la construction en 4 actes est devenue une norme, avec le sempiternel retournement de situation à la fin du film, et avec Lone Ranger, j'ai l'impression qu'on passe à une construction en 5 actes, ça devient vraiment beaucoup trop long. Donc pour résumer, Lone Ranger, à mon sens, ne méritait pas son bide, mais m'a laissé relativement froid et était assez oubliable. Après, on a aussi The Conjuring, je vais pas m'étendre outre mesure dessus, mais voici un film, enfin, qui montre comment utiliser les jumpscares de manière intelligente. J'ai vraiment beaucoup aimé ce film, ça faisait longtemps que j'avais pas angoissé au cinéma comme ça. Les jumpscares dedans ne sont pas juste des agressions sonores et visuelles, ce sont vraiment des événements fondés sur un climat de peur réel. Ceci étant fait, venons-en maintenant au bilan des blockbusters de l'été 2013, et la première conclusion qui vient à l'esprit après cet été, c'est qu'il n'y a pas une seule constante. Le bilan est assez contrasté et il n'est pas du tout aussi manichéen qu'il n'y paraît. Tout d'abord, on parle souvent de l'uniformisation des grosses productions hollywoodiennes, et je suis assez d'accord sur ce point en ce qui concerne la structure narrative des films et aussi leur fond idéologique. Je pense que sur ces deux plans, effectivement, il y a une forme d'uniformisation croissante qui devient assez alarmante, mais sur le plan formel, c'est une autre paire de manches, et cet été, on a eu affaire à beaucoup de styles différents dans les grosses productions. Alors on a eu des dynamiques de réalisation fondées sur la fluidité et le côté classieux, notamment avec Star Trek Into Darkness. On a eu d'autres dynamiques de réalisation qui étaient au contraire fondées sur la lourdeur et l'aspect massif des choses, je pense à Pacific Rim. On a eu encore d'autres dynamiques de réalisation qui étaient fondées sur l'irréalisme physique, et là je pense surtout à Lone Ranger et Iron Man 3, dans lesquels les règles de pesanteur habituelles sont plutôt mises au placard, et dans ces films, le rapport au danger physique en fait relève plus du cartoon qu'autre chose. On a eu d'autres films qui mettaient plus l'accent sur la sensation d'ultra-réalisme, comme World War Z, en tout cas du côté des humains, où toute la dynamique d'urgence est fondée justement sur le réalisme du danger. On peut citer d'autres films avec une dynamique qui est plutôt fondée sur l'ouverture illimitée des environnements, comme par exemple Man of Steel. Dans ce film, il y a un côté assez jouissif dans le mouvement, avec l'absence de frontières réelles dans l'action, puisque les mecs peuvent absolument tout faire et partout. Le problème, c'est qu'après, ça rend un petit peu difficile le fait de dramatiser quoi que ce soit dans les combats, étant donné que tout est possible et que la notion de dégâts, au sens où on l'entend habituellement, est complètement dédramatisée. Et enfin, on peut citer d'autres dynamiques, comme celle du huis clos, avec un film comme American Nightmare.
Donc au niveau formel, on a pu observer vraiment beaucoup de choses différentes cet été. Un autre point sur lequel j'aimerais revenir, c'est la durée des films. J'en parlais dans le cadre de Lone Ranger, et c'est un truc que je ne m'explique pas. Parce que dans le cadre d'une industrie de plus en plus calibrée, on pourrait imaginer que les studios veuillent réduire la durée des films pour caser le maximum de séances lors de l'exploitation des films et se faire plus d'argent. Or, ces dernières années, j'ai l'impression que c'est le contraire qui se produit avec des films qui ont une durée de plus en plus importante. Et c'est pour moi une anomalie à Hollywood, je ne comprends pas comment ça se fait. Mais surtout, par-delà tout ça, la question demeure, qu'en est-il de la fameuse prédiction de Steven Spielberg et George Lucas? Alors d'un côté, on peut voir que certains énormes blockbusters ont très bien fonctionné, comme Iron Man 3, qui est quand même, faut-il le rappeler, le 5e plus gros succès de l'histoire du cinéma. Si on additionne ses coûts de production et de marketing, son budget s'est élevé à 375 putains de millions de dollars, et il en a rapporté 1,2 milliard, c'est complètement taré. Et là je parle d'Iron Man 3, mais on peut aussi mentionner Fast and Furious 6 et Man of Steel, parmi les énormes productions qui ont très bien marché. Et de l'autre côté, on peut dire que la prédiction de Spielberg et Lucas s'est un peu confirmée sur certains cas, comme par exemple avec le succès énorme de Conjuring, qui a coiffé au poteau Lone Ranger et Pacific Rim, même s'il faut quand même nuancer le soi-disant échec de Pacific Rim, qui s'est un peu vautré sur le territoire américain, mais qui s'est largement rattrapé à l'international, surtout avec un très beau succès en Asie. Donc oui, à ce niveau-là, on peut détecter quand même une certaine forme de lassitude auprès du grand public, surtout concernant le manque de renouvellement des têtes d'affiche et la reproduction de certains schémas qu'on voit et revoit de film en film. Et au milieu de tout ça, on peut observer quelques succès timides mais plutôt honnêtes, avec Gatsby, Very Bad Trip 3, Star Trek Into Darkness ou encore Wolverine. Et donc, après tout ça, que dire? Eh ben, c'est bien entendu pas la fin des blockbusters qui s'annonce. Ce que Spielberg et Lucas ont pointé, c'était plutôt un tirage d'alarme sur l'inflation des coûts, mais en aucun cas l'industrie du cinéma ne peut changer d'un claquement de doigts, et encore plus lorsqu'il s'agit des films qui assurent son bon fonctionnement. Il ne peut pas y avoir une rupture nette, et encore moins dans le contexte actuel où le bilan des blockbusters est aussi nuancé. Comme je disais, le système des blockbusters, c'est une roulette russe, ok, mais ça l'a toujours été. C'est juste qu'aujourd'hui, c'est une roulette russe encore plus risquée et instable. Mais l'industrie du cinéma est tellement frileuse de toute manière que les quelques énormes échecs des derniers temps vont, je pense, les inciter à rééquilibrer la balance et à se calmer sur l'ampleur de production. Je pense que c'est vraiment vers ça qu'on se dirige, un paysage avec des blockbusters toujours très gros, mais revenant à des coûts de production un peu moins invraisemblables et qui constituent pas un suicide pour le studio en cas d'échec. De toute manière, il y a une véritable demande pour les films de divertissement à budget moyen, l'été l'a montré, et donc ça serait à l'avantage des studios. Mais dans tous les cas, au final, qu'importe le fric investi, si un film est bon, il est bon, que ce soit un blockbuster ou un film d'auteur. Voilà pour le bilan des blockbusters de l'été 2013, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires de la vidéo, et quant à moi, je vous dis à très bientôt. Bye!